En quoi consiste être thérapeute? Il lui faut d'abord procéder à un désapprentissage de tous ses savoirs, une véritable décontextualisation de ses actes et de ses propos. L'expérience consiste précisément en la disparition du point de vue d'un moi ou d'un soi au profit d'une configuration où il n'y a pas de sujet, mais des êtres en présence et en relation comme le sont les choses elles-mêmes. Dans un second temps, parce qu'il est démis de tout pouvoir, le thérapeute va devenir capable de remplir pleinement sa fonction, s'ouvrir à tout ce dont est tissé l'univers du patient. Ici, le contexte des contextes est donné par la mise en question radicale par le thérapeute de tous les systèmes de référence. C'est dire, en d'autres termes, qu'il en est arrivé ainsi au même point que le patient, en un lieu où les choses et les êtres s'échangent et se correspondent, et que leur seul souci est de s'y laisser prendre. Il pourra lui venir, en rapport avec cette situation particulière, des mots ou des idées qui pourront à la fois accentuer chez le patient cet état de participation et lui indiquer tel obstacle à surmonter ou telle voie à suivre pour avancer. Il n'introduit à rien d'autre qu'à la participation, car il s'agit d'apprendre à désapprendre. Quel doit être le rôle du thérapeute? Le thérapeute doit mettre devant un choix, c'est-à-dire provoquer sans cesse chez lui des réactions pour que le patient prenne sa place dans le monde. Il a en vue de faire agir à sa manière propre celui qui est venu le trouver. Comment s'y prendra-t-il? En se présentant lui-même comme un vivant et d'autre part en percevant les possibilités enfouies chez son interlocuteur, c'est-à-dire le voyant déjà transformé. L'attitude du thérapeute face au patient peut se définir comme une intensité de présence attentive dépouillée de toute intention particulière. Le thérapeute doit sans cesse se situer à deux niveaux. Il lui faut d'une part laisser dans l'oubli la supériorité de sa position, de son savoir éventuel, de son expérience et d'autre part rester vigilant, être capable de distinguer dans l'expérience de son interlocuteur ce qui sonne juste de ce qui sonne faux et d'intervenir pour que l'expérience puisse se dérouler à bon escient. Dans l'état de sensorialité immédiate, sa particularité est devenue pour lui sans intérêt. Il n'est là que pour se laisser habiter et envahir par celle du patient, et donc déjà, dans cet état, il est susceptible de percevoir comme elle pourrait être recomposée. La transe est se tenir à l'écart. C'est créer un lieu pour se retirer, un lieu où il ne se passe rien, mais où les contraires sont possibles en même temps. Lieu de liberté et de souplesse, où les positions s'ouvrent et se ferment. C'est se tenir à l'écart pour exercer le non-savoir, se mettre à l'écart pour retrouver le commencement, le degré zéro de l'existence, lorsque la pensée n'a pas encore commencé, lorsqu'il n'y a pas encore eu de sentiment, ni d'intention, ni d'émotion, l'existence nue. Le retrait comme degré zéro du faire et du penser, à l'inverse, tout peut y être résolu parce qu'il n'y a plus rien d'idéal, rien qui surplombe. La pensée s'est réduite à la chose, la transe comme retour à la nature d'homme. Se réduire à cela, c'est-à-dire ne rien dire, ne rien penser, ne rien faire, être là simplement en tant qu'humain, ou mieux encore, être là comme on est, identique à ce que l'on est, et bien sûr, sans savoir ce que l'on est.
Disons, pour faire bref, que la transe hypnotique est le moyen par lequel s'installe une relation thérapeutique dont le but est une modification dans l'existence. Sachez cependant que la transe n'est pas le monopole des hypnothérapeutes. Les artistes en période de création, peintres ou comédiens, ou encore les chamans, savent se mettre dans des situations de transe pour accéder à un état qui les conduit au-delà de leur perception habituelle. Ainsi, ils font disparaître le savoir dans l'action. Pour moi, le patient n'est pas un malade, mais un maladroit. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans la vie et avec son entourage, ne fait pas les gestes justes. Mon message est de lui dire, si vous voulez aller mieux, c'est très simple. Mais le problème, c'est que c'est très difficile d'être simple. Et seul le lâcher-prise peut nous permettre d'y arriver. Lâcher prise, c'est renoncer aux intentions, aux projets, à la maîtrise de son existence. C'est un abandon de la pensée, de la volonté et même du résultat. Quelqu'un qui ne cherche plus rien, n'attend plus rien, devient disponible et s'ouvre à quelque chose d'autre. C'est cela la magie. Laisser venir les forces vives qui sont en nous. Pourquoi est-ce si difficile de s'abandonner ? Parce que nous avons l'habitude de vouloir maîtriser notre existence. Dans notre monde, si nous voulons quelque chose, il faut avoir un projet, une stratégie. Quand notre existence subit des modifications, il faut s'y prendre autrement. La vie est toujours une invention, mais pour inventer, il faut se laisser inspirer. C'est l'histoire de tous les poètes, de tous les peintres, de tous les créateurs. C'est aussi celle du patient qui veut guérir. Inventer demande d'accepter l'aventure et l'inconnu. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Une patiente m'a dit, il y a quelques jours, « Je sais que le bonheur est à portée de main, mais cela modifierait tellement de choses dans mon existence que je n'ai pas envie d'en changer. » L'important, c'est de prendre la situation telle qu'elle est et de la prendre tout entière. Pour cela, il faut oublier ses projets et se mettre dans son corps, se le réapproprier, s'assurer que vous avez 2 pieds, 2 jambes et que la vie circule en vous. Et que c'est pour cela que le geste est si important. Je dis souvent, d'abord, vous vous coupez la tête et ensuite on va pouvoir travailler. On ne peut guérir que si l'on accepte de se réduire à l'état d'être vivant. Ce qui signifie ne plus penser, ne plus vouloir, ne même plus s'occuper de ses émotions. Sentiments, émotions ou souvenirs ne sont que des témoins d'un passé déjà mort. Ils ne sont que des fardeaux qui entravent notre marche parce qu'ils reflètent nos habitudes. Il ne s'agit pas de réduire les émotions au silence, mais de les conduire peu à peu à rejoindre le silence dont elles sont sorties. Une thérapie réussie devrait nous permettre de vivre à 2 niveaux. Je compare cela à la nappe phréatique. En surface, il y a des plantes et des arbres, et au fond, une source immobile, indispensable pour que la vie se développe. En thérapie, on apprend à se situer dans la nappe phréatique, dans ce lieu de fécondité, et l'on constate alors que dans la vie, tout va pouvoir s'arranger. Dès que l'on a accepté de perdre le contrôle, l'énergie revient. Il faut oublier ces outils. Oublier ces outils, c'est enfin renoncer au pouvoir que j'exerce sur l'autre, même à mon insu. C'est descendre au creux de l'oubli de moi-même. Creuser en soi le manque pour pouvoir être rempli, telle est la première condition pour entrer dans l'accompagnement. Se disposer au manque, c'est créer en soi la possibilité de l'émerveillement. C'est en donnant une place totale à l'accueil de l'autre que je me mets en état d'être surpris. Tous mes sens sont alors en état d'alerte pour saisir le non-dit, la dissonance d'une phrase ou sa résonance, la nuance d'un silence, l'infime variation qui modifie le teint du visage, le frisson imperceptible qui glisse à fleur de peau.